Quand j'étais au collège, on allait souvent avec un copain se balader dans le village où j'habitais à cette période-là. Et tous les soirs après les cours, je sortais le vélo et puis j'allais rejoindre un copain dans le village, j'allais le chercher et on allait après s'amuser dans le village. Et on avait l'habitude en fait d'aller jouer dans des lavoirs abandonnés autour dans le village. Parce que moi j'habitais en Isère à ce moment-là. Et, et en Isère, il y a beaucoup de lavoirs parce qu'il y a pas mal de rivières. Et là où j'étais, bah, il y avait souvent des lavoirs comme ça dans le village. Et il y en avait un qu'on appelait le lavoir abandonné. Et je me souviens, on allait souvent y jouer là-bas avec un copain. On disait abandonné parce que bah, il était difficile d'accès et puis il n'était pas entretenu et puis c'était un peu en friche tout autour. Il y avait plein de buissons, plein d'arbres et on aimait bien y aller parce que bah, fallait se faufiler entre les buissons pour y accéder. Et quand on y était, on s'amusait et parfois on passait 1 ou 2 heures. Et en fait, on s'amusait tout simplement en nettoyant et en arrangeant un petit peu les alentours. Parce que vu que le lavoir n'était pas entretenu, ben, il était rempli de vases et on aimait bien s'amuser là-dedans. Et puis il y avait aussi une autre partie un peu plus loin dans le village, dans une partie de la forêt, euh, où en fait il y avait une rivière qui passait. Bon, quand je dis une rivière, c'était un ruisseau, tu vois, à peu près de cette largeur. On pouvait l'enjamber facilement. Euh, Moi j'aimais bien m'amuser là-bas. Et je me souviens quand j'étais petit, j'adorais jouer dans l'eau, tu vois. Et on y allait souvent avec un copain. On allait dans cette partie de la forêt. Et en fait, la rivière, elle passait vraiment à un certain endroit. Et quand on y allait en vélo, on rentrait tout sur le côté par la route. Et on posait les vélos le long de la rivière, tu vois. Et on s'amusait dans l'eau. Et quand je dis qu'on s'amusait dans l'eau, moi j'aimais bien m'amuser et entretenir en quelque sorte le lit et le fond de la rivière. Alors on enlevait un peu de cailloux, on enlevait les branches, les branchages, les feuilles mortes et tout. Puis un jour, je me suis amusé à faire un truc. J'ai creusé un peu sur le côté en fait dans le ruisseau. J'ai creusé un petit peu la paroi dans le ruisseau. C'était un peu de la terre avec un peu de la terre argileuse avec du sable. J'ai creusé un petit peu et en fait tous les jours quand on revenait, l'eau elle s'incrustait un peu dedans et elle creusait un passage en quelque sorte jusqu'au jour où bah, le ruisseau il a complètement emprunté un autre chemin un peu plus bas dans la forêt et en fait ça a créé complètement un changement de contour. Et puis bah après on a grandi et puis on a passé à autre chose et puis on allait moins souvent là-bas. Et il n'y a pas longtemps, quand je dis il n'y a pas longtemps, je suis retourné en fait quelques années après avoir joué là-bas avec ce copain. Et en fait le ruisseau avait complètement un nouveau lit. Et c'est-à-dire que maintenant, bah, en fait, il passait totalement à un autre endroit. Et bah, le nouveau lit du ruisseau, il était vraiment bien marqué maintenant. Il était vraiment un peu... bah, maintenant, c'était le nouveau passage de l'eau. Et puis, bah, l'ancien ruisseau, l'ancien lit du ruisseau, bah, la nature avait repris ses droits, en quelque sorte. Les arbres avaient poussé, il y avait plus de mousse, c'était complètement asséché. Et en fait, bah, aujourd'hui, quand je retourne dans cet endroit-là, bah, en fait, le lit du ruisseau, c'est le nouveau qui a été tracé par cette petite ouverture. Dans le livre Un thérapeute hors du commun, ce livre-là, Jay Haley explique qu'en fait, Erickson, il mettait un point d'honneur à faire en sorte que les gens, ils ne cherchent pas à avoir une interprétation des évocations qu'il faisait. C'est-à-dire que, et je comprends en fait pourquoi, parce que en fait pour Erickson c'était super important que les gens n'interprètent pas consciemment une évocation, ou que même lui en fait si on lui demandait d'expliquer une évocation ou une histoire, il allait répondre par une autre évocation. Et je trouve ça intéressant et je comprends pourquoi, parce que en fait l'idée avec ce processus-là, c'est d'éviter qu'il y ait une interférence entre la partie inconsciente et la partie consciente. En gros, quand on fait passer une suggestion type évocation, donc une suggestion indirecte, le but du jeu, c'est de faire en sorte que la personne, elle absorbe la suggestion et qu'elle la transforme à un niveau inconscient. Or, si on commence à mettre une interprétation dessus, il y a en quelque sorte une perte de cet effet-là, parce qu'on va commencer
à analyser le truc et on va commencer à comprendre le message qu'il y a derrière. Or, dans le bouquin, Jay Haley explique que Erikson voulait éviter ça. D'où, en fin de compte, le truc où il y a beaucoup de moments où il y a plein d'élèves d'Erikson qui voulaient comprendre sa façon de travailler. Et c'est vrai qu'en effet, dans pas mal de... Il y a certaines vidéos, il y en a une en particulier, tu vois, où en fait, on voit Erikson dire si vous avez besoin de parler vite pour faire de l'hypnose, faites-le. Si vous avez besoin de parler lentement pour faire de l'hypnose, faites-le. Faites de l'hypnose à la façon qui vous ressemble. Et j'aimais bien cette évocation-là. Et en fait, je pense que parfois, on cherche absolument trop à vouloir analyser et comprendre les évocations et les histoires que l'on fait, alors qu'en effet, le but du jeu, c'est de laisser notre partie inconsciente l'absorber. L'histoire que je viens de te raconter, je l'ai fait en fait ce midi, ou hier midi, quand je mangeais avec ma grand-mère, et en fait, je l'ai fait à table, et je sais plus pourquoi je l'ai fait, tu vois. Ça s'est fait naturellement et spontanément. Et en fait, au moment où je l'ai dit, je me suis surpris à sourire, mais en fait, c'était le type de sourire que je fais quand je sens que j'ai une partie inconsciente de moi qui est en train d'absorber un truc. Et je le sens, en fait. Et là, je me suis dit, ah punaise, je suis en train de faire une évocation, et je sens qu'elle est en train de m'impacter à un niveau inconscient, mais je pourrais pas vraiment l'analyser ou l'interpréter. Et je trouve que c'est une bonne chose, parce que du coup, ça laisse à notre partie inconsciente toute la liberté de la transformer comme notre partie inconsciente a envie de la transformer. Et ça, je trouve ça chouette. Il n'y a pas longtemps, tu vois, on est allé avec mon cousin au cinéma et on est sorti du cinéma et tout, puis on a commencé à discuter de cinéma et tout, parce que mon cousin, il adore parler de ça, tu vois. Et en fait, on a commencé à parler du réalisateur de Christopher Nolan, tu vois. Et mon cousin, il me disait que son dernier film, Oppenheimer, je crois, était super mauvais. Et parce que, en fait, d'après mon cousin, l'histoire est mal construite. Et moi, en fait, je lui explique que, maintenant, au contraire, moi, j'ai bien aimé, mais, en fait, même si l'histoire, peut-être que oui, elle est mal construite d'un point de vue cinématographique, mais sinon, le film est plutôt bon. Enfin, en tout cas, pour moi. Et je me souviens avoir vu une interview de Christopher Nolan par Hugo Décrypte, où en fait, à un moment donné, Christopher Nolan, il disait « Arrêtez de vouloir comprendre. Juste ressentez. » Et je trouve qu'en fait, ça fait sens parce que des fois, on cherche absolument à analyser les choses, alors que, notamment dans le cinéma, parfois, en fait, le plus important, c'est de laisser faire les choses et juste de profiter et d'absorber. Ne pas chercher absolument à essayer de comprendre ce qu'on est en train de voir, mais juste ressentir et l'absorber. Et laisser, en fait, se laisser imprégner en quelque sorte. Moi, en tout cas, c'est ce qui s'est passé quand je suis allé voir Oppenheimer, tu vois, le film. Moi, c'est un film que j'ai apprécié parce que, oui, en fait, mais même si je pense que la majorité des gens, 95% des gens, à mon avis, ils n'ont pas compris le message du film, tu vois. Mais en vrai, on comprend tous à notre niveau d'une certaine manière, parce que, en fait, notre partie inconsciente, elle comprend des choses. Mais parfois, on n'arrive pas vraiment à la saisir. Et je pense qu'en réalité, une évocation, elle a vraiment cette force-là quand on sent le message que l'évocation essaye de nous faire passer, mais on n'arrive pas vraiment à la saisir. C'est un peu comme si on essayait d'attraper de la fumée avec les mains, en fait. C'est qu'on sent qu'il y a un truc, on sent qu'il y a un message, on sent aussi qu'on le comprend, mais on n'arrive pas vraiment à mettre des mots dessus. Et je pense que c'est là où l'évocation est la plus efficace et la plus puissante. Enfin, moi j'avais envie de te partager ça aujourd'hui parce que je trouvais ça super intéressant. Et qu'en fait là je suis arrivé à un stade, tu vois, où je suis en mode... en fait ça me saoule de faire des vidéos où avec des scripts tout faits et tout, un truc à suivre. Ça me pète les couilles, juste, tu vois, j'en ai marre. Et je me suis dit, bon, j'ai envie de parler d'hypnose conversationnelle. J'ai envie d'en parler, donc parlons-en de la façon la plus spontanée possible. Donc, pour terminer, laisse ta partie inconsciente absorber ce que tu as appris dans cette vidéo. Et juste lâche prise sur ton besoin de chercher à comprendre. Juste écoute.